Bien, bonjour à tous. Nous voici en train d'entamer un nouveau chapitre qui s'appelle les nombres complexes. Il y aura un total de 5 vidéos. Ceci est la première des 5 vidéos et nous allons aborder ici la définition d'un nombre complexe. Alors certains d'entre vous ont déjà abordé cette notion-là dans le secondaire. Ils ne vont donc pas être étonnés par ce qui va être dit. D'autres n'ont pas eu l'occasion de découvrir ces nombres et vont être plus ébahis, on va dire. Voilà, je vous ai prévenu, ça sort un petit peu de l'ordinaire ici, mais c'est absolument nécessaire de connaître ces nombres si on veut faire des études scientifiques. Allez go, c'est parti. Donc on va commencer par quelque chose que vous connaissez bien, une équation du deuxième degré, x carré plus 26x moins 27 est égal à 0. Alors je suis sûre que ça ne va pas vous traumatiser, vous savez comment résoudre cette équation. Que fait-on? On calcule le delta ou le rho, selon ce que vous avez eu l'habitude d'utiliser comme notation. En tout cas, dans les deux cas, ça donne la même définition, b carré moins 4ac, b étant le coefficient du x, a le coefficient du x carré et c le terme indépendant. Donc ici, b va valoir 26, a va valoir 1 et c va valoir moins 27. Donc, vous remplacez, ça fait 26 au carré plus 4 fois 27, et ça va nous donner un total de 784, qui est un carré parfait. La vie est bien faite, c'est le carré de 28. Donc, puisque nous avons un delta positif, eh bien, nous avons alors deux solutions qui sont données par les formules moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Donc, on fait moins 26 plus ou moins 28 divisé par 2 et on obtiendra donc les deux solutions qui sont x est égal à 1, x est égal à moins 27. Donc, jusque-là, tout est clair, tout est simple. On est revenu en 4e secondaire. Vous maîtrisez ça depuis des années. Très bien. Je vais quand même aborder une façon différente d'envisager cette équation du second degré. C'est-à-dire que je vais isoler le x carré dans le premier membre et je vais déplacer le reste dans le second membre. Qui change de membre change de signe, donc je vais avoir moins 26x plus 27. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Pour avoir une interprétation géométrique des solutions. En effet, x carré, c'est quoi? C'est tout simplement lié, c'est une fonction, f de x est égal à x carré, qui est liée à un graphique qu'on appelle une parabole. Bon, premier membre. Deuxième membre, moins 26x plus 27, ça c'est l'équation aussi d'un être géométrique qui est une droite. Dessinons ces deux êtres géométriques, la parabole est en rouge, la droite est en vert. Quand vous demandez ici une égalité entre les deux graphes, donc une égalité au niveau des deux graphiques, vous avez en fait deux points d'intersection. C'est ça qui se passe. Donc, demander une égalité, c'est dire où la parabole rencontre-t-elle la droite? Eh bien, elle se rencontre en deux points qui ont pour abscisse 1. Vous voyez, là, c'est le point en noir tout en bas. Et évidemment, moins 27, puisque c'est la deuxième solution. Là, c'est le point en noir tout en haut. Donc, c'est ça que ça veut dire, en fait. Ça reflète les points d'intersection entre une parabole et une droite. Alors, vous avez différents cas de figure. Si la droite, elle passe, par exemple, tout à fait en bas de la parabole, il n'y aura pas de point d'intersection. Et par conséquent, il n'y aura pas de solution non plus. C'est ce qu'on vous a dit en tout cas, d'accord? Si par hasard la droite verte est tangente à la parabole, il n'y aura qu'un seul point d'intersection. Et ça correspond à un delta égal à 0, vous le savez. Donc il n'y a que trois cas de figure, selon que delta est strictement positif. La droite rencontre en deux points la parabole, c'est ce que vous voyez ici. Si delta égale à 0, la droite est tangente à la parabole. Et il n'y a dans ce cas-là qu'une seule solution, qui est d'ailleurs donnée par moins b sur 2a, je vous le rappelle. Et puis, si la droite ne rencontre pas la parabole, eh bien dans ce cas-là, vous n'avez pas de solution. Il n'y a pas de point d'intersection. Bon.
Donc, ici, c'est assez clair, même si peut-être l'interprétation que je vous mets ici vous surprend dans un premier temps. Alors, retenez-la quand même parce que je vais encore l'utiliser pour quelque chose de plus compliqué, puisque maintenant nous allons passer aux équations d'ordre 3, de degré 3, pardon. Donc ici, par exemple, on va vous demander de résoudre x au cube est égal à moins 9x plus 26. Bon. Dans le second membre, vous avez une droite, hein, toujours, hein, d'accord? Ax plus b, c'est l'équation d'une droite. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez la droite en vert. Vous avez x cube maintenant qui n'est plus une parabole, mais qui est un graphique qui vous est donné ici en rouge. Et de nouveau, une égalité signale la recherche des points d'intersection entre la droite verte et le graphique rouge. Et ici, manifestement, il n'y a qu'un seul point d'intersection, qui a pour abscisse 2. Donc ça veut dire que vous avez une seule solution, a priori, qui est 2. Alors, on le vérifie. 2 au cube, c'est 8. Bon. Et deuxième membre, si vous remplacez x par 2, vous allez avoir moins 9 fois 2, c'est moins 18. 26 moins 18, ça fait 8. 8 est égal à 8. Ok, c'est normal. D'accord? On se serait peut-être attendu à ce qu'il y ait 3 solutions, puisque vous avez du degré 3. Mais finalement, ça rejoint ce qu'on a rappelé ici au niveau des équations de degré 2. On peut avoir 2, 1 ou 0 solution. Donc ici, équation de degré 3, pourquoi pas une seule solution? Alors, le problème, c'est qu'on aimerait bien avoir une formule générale qui va nous permettre d'obtenir cette solution. Hein. Et là, c'est une bataille épique qui a eu lieu lors de la Renaissance italienne. Et il y a un vainqueur qu'on appelle Jérôme Cardan. Alors, vainqueur et en même temps un petit peu plagiaire, hein, parce que la solution, elle avait été connue avant que Jérôme Cardan ne s'y intéresse. Simplement, malheureusement, les gens qui avaient découvert cette solution n'avaient pas écrit la solution. Donc, il n'y avait pas de preuve qu'ils avaient trouvé cette solution. Alors, Jérôme Cardan, lui, a eu l'intelligence, on peut dire, d'écrire cette solution. Alors, solution par rapport à une équation qui est partielle, hein, vous avez vu, il n'y a pas de x carré ici, c'est fait exprès. On n'a pas de solution, on n'a pas de formule générale, en tout cas à cette époque-là, dès qu'il y a du x carré dans l'équation de degré 3. Donc on aura simplement du x cube, et puis la droite d'équation p fois x plus q. P et q sont des nombres qui sont connus. Alors, eh bien, notre Jérôme Cardan donc siffle un petit peu la solution des autres et l'écrit. Alors, regardez à quoi ça ressemble. Là, c'est vraiment pas joli du tout. Il y a des racines cubiques, il y a des racines carrées avec des expressions polynomiales en P et en Q. C'est pas très joli et ça donne surtout pas envie d'aller plus loin. Bon, vérifions un petit peu ici par rapport à notre exemple. Par rapport à notre exemple, ça signifie refaites passer moins 9x plus 26 dans le premier membre. Donc, moins 9 devient plus 9, 26 devient moins 26. Ça signifie que P vaut 9 et Q vaut moins 26. Alors, vous remplacez ici dans l'affreuse expression écrite par Cardan. Et notamment, vous avez ici un q carré sur 4 plus p cube sur 27 à calculer. Donc, on remplace q par moins 26, p par 9, et on obtient un total de 196, qui est un carré parfait. La vie est bien faite. C'est le carré de 14. Donc, ici, la racine carrée, vous pouvez la remplacer par 14. Moins q demi, c'est 13. Donc, d'un côté, vous avez 13 plus 14, 27. Et la racine cubique de 27, c'est 3. Hein. 3 fois 3 fois 3, c'est 27. Donc, le premier terme ici est égal à 3. Au niveau du second terme, vous avez moins q demi, c'est-à-dire 26 demi ou 13. 13 moins 14, ça fait moins 1. Et la racine cubique de moins 1, c'est moins 1. Donc, le deuxième terme, il est égal à moins 1. Ce qui vous donne, comme on l'a dit, 3 moins 1, ça donne bien le 2 que nous avons repéré graphiquement. Donc, jusque-là, ça se tient, et la formule écrite par Cardan a l'air d'être, à défaut d'être sympathique, d'être efficace. Eh oui, mais elle ne l'est pas tant que ça. Parce qu'imaginez maintenant que je vous donne ici à résoudre
l'équation tronquée. Donc, quand je dis tronquée, ça veut dire qu'il n'y a pas de x carré. X cube est égal à 15x plus 4. Ça signifie que P vaut moins 15 et Q vaut moins 4. Alors, on remplace de nouveau dans le radicand Q carré sur 4 plus P cube sur 27. Q carré sur 4, ça va donner 16 divisé par 4, donc 4. Et vous ajoutez ici moins 15 au cube divisé par 27, ça va vous donner un total de moins 121. Ben parce qu'un radicand, on nous a toujours dit que ça devait être positif. Tout ce qui se trouve en dessous d'une racine carrée doit être positif. Pourquoi? Parce que ça doit être imaginé comme le carré de quelque chose. Un carré négatif, on n'a jamais vu ça. D'accord? Donc, il semble que la formule de Cardan ait des défauts, que ça marche pour certaines équations et pas pour d'autres. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que si vous faites le graphique de x cube, c'est toujours le graphique en rouge. Si vous faites le graphique de 15x plus 4, c'est la droite en vert. Il y a des solutions. Il y en a même 3 ici. Il y en a 2 qui correspondent à des x décimaux, moins 3,73 et moins 0,27. Mais il y a un x est égal à 4 là, qui est solution. On aurait dû le trouver. Comment ça se fait qu'on ne le trouve pas? X est égal à 4 est solution. Alors, vérifions-le d'ailleurs, si vous ne me croyez pas avec le graphique. 4 au cube, ça donne 4 fois 4 fois 4, c'est 64. Et si on remplace dans 15x plus 4, x par 4, vous allez avoir 15 fois 4, 60, plus 4, 64. Donc 64 est égal à 64. Donc x est égal à 4 est solution, il n'y a pas à sortir de là. Et pourtant, la formule de Cardan fait apparaître ici un carré qui serait négatif. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? On n'en sait rien du tout. Ça a été vraiment la grosse surprise et bataille ici de la Renaissance italienne. On devait obtenir une solution, ça existait, on le voit de différentes façons, que ce soit par le graphique ou même en remplaçant x est égal à 4 dans l'équation de départ, et on ne la trouve pas avec une formule qui a pourtant fait ses preuves. Donc, il y a un souci. Est-ce que par hasard, il n'existerait pas des nombres dont le carré est négatif? Ça a laissé pas mal de gens dans un déni ou dans une surprise ou dans un conflit. Il y a eu beaucoup de sentiments à cette époque concernant ces nombres. Qu'est-ce que c'est que ces nombres qui apparaissent et qui n'ont aucun sens? Parce que si on y réfléchit 2 secondes, un carré négatif, ça voudrait dire, un carré, c'est un carré, c'est-à-dire un quadrilatère avec des côtés de même longueur. Et le carré en question, ça veut dire que c'est l'aire de cette figure géométrique. Donc, une aire négative, c'est quand même interpellant. On se pose des questions. On s'en est posé pendant pas mal d'années. Jusqu'à ce que la solution finalement émerge. Alors, le premier à avoir dit quelque chose, c'est un certain Raphaël Bombelli. Nous sommes en 1572. Il dit, écoutez, moi, ça me gêne pas des nombres dont le carré est négatif. Voilà. Et je vais les introduire tels quels. Alors, vous allez me dire, elle parle de carré, de racine carrée. Oui, parce que si j'élève la racine carrée au carré, je vais avoir moins 1, donc c'est ça. Donc ici, je vais introduire tout simplement le nombre racine carrée de moins 1. Comme notre Bombelli est italien, il l'appelle più di mano. Voilà. C'est comme ça, et il dit, on ne voit pas ces nombres-là, c'est pas grave, il y a des tas de choses qu'on ne voit pas, les rayons X, on ne les voit pas et pourtant ils existent. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Et donc ici, moi je vais introduire ces nombres-là, più di mano, donc, ils vont exister comme ça. Alors, le deuxième larron de cette histoire, c'est René Descartes. On est quand même quelques années après, ici, 1637. Et lui, il ironise un petit peu en disant, Monsieur Bombelli, vos nombres là, più di meno, c'est quoi? Ce sont des nombres imaginaires. Ça vient de votre imagination. Arrêtez de rêver, mon pauvre ami. Mais malgré tout,
on s'aperçoit qu'on a beau se gausser, ces nombres, ils sont nécessaires. Et de plus en plus, en fait, on va s'apercevoir au fur et à mesure que les années avancent que ces nombres vont apparaître. Et je vous laisse le découvrir, notamment lors de la dernière vidéo. Dès qu'on fait un petit peu de la science sérieuse, on a besoin de ces nombres-là. Ce qui paraît quand même un petit peu fort de café, mais c'est comme ça. Et puis alors, le troisième larron, c'est Léonard Euler, grand mathématicien. On est encore un petit peu quelques années au-delà, 1768. Et lui, il va introduire une nouvelle notation, parce que racine carrée de moins 1, c'est un petit peu lourd. Alors, comme Euler a certainement de l'humour, il a dit, moi, je vais reprendre le terme de Descartes, il appelle ça des nombres imaginaires. Eh bien, ce nombre, je vais les appeler I, tout simplement. I pour imaginaire, bien sûr. Donc, au lieu d'écrire racine carrée de moins 1, je vais écrire tout simplement I. Voilà. Ce sera la définition d'un nouveau nombre que je ne peux pas vous montrer dans la nature, mais pourtant qui a son utilité dans les sciences qui étudient la nature. Et ce nombre, donc, va se noter I. Et sa définition, c'est que son carré vaut moins 1. Parce que si vous élevez I au carré, la racine carrée s'en va et vous allez obtenir simplement moins 1. Donc, c'est la définition du I, ça. I au carré vaut moins 1. Et c'est ce qu'on appelle un nombre imaginaire. Alors, est-ce que les choses sont réglées? Revenons ici à notre problème. X cube est égal à 15x plus 4. Donc, on avait vu que le radicand, q carré sur 4, plus p cube sur 27, c'était moins 121. Ce qui nous laissait dans une impasse ici, puisque moins 121 devait être le carré de quelque chose. Alors, 121, c'est le carré de 11. Ça nous inquiète pas. Et puis, il y a le moins, là. Moins 1, devant. Eh bien, le moins 1, ce sera le carré de i. Et donc, moins 121 sera vu comme le carré de 11i. Nous voilà avec un carré négatif, de par l'introduction du nombre i. Mais ça règle tout. Alors, pourquoi ça règle tout? Parce que maintenant, votre racine carrée vaut 11i. Donc, vous remplacez dans les racines cubiques. Le premier terme, moins q demi, ça fait 2. Donc, vous avez 2 plus 11i ou 2 moins 11i. Alors, ce sont des drôles de nombres. On n'a jamais vu ça. Et on doit en plus en prendre la racine cubique. Nous ne sommes pas capables pour le moment de calculer la racine cubique de ce nombre-là. Ça viendra d'ici quelques séances. Donc, à suivre. Mais en tout cas, je vous le dis déjà, moi je connais la réponse, je ne suis pas la seule. Ces racines cubiques valent respectivement 2 plus i et 2 moins i. Faites la somme maintenant, puisque la première racine cubique doit être additionnée à la deuxième. Vous allez avoir les i qui s'en vont, puisque plus i moins i, 2 plus 2, 4. C'est-à-dire la solution qu'on recherchait. Donc, ce i qu'on introduit, qu'on ne voit pas dans la nature, parce que 2 carrés négatifs, 2 carrés est égal à moins 1, il est bien nécessaire pour faire les calculs intermédiaires. Et les calculs finaux vont être absents de ce i. Parce que quand vous additionnez, vous obtenez tout simplement 2 plus 2, les i s'en vont, c'est-à-dire 4, la solution qu'on a déterminée tant graphiquement qu'algébriquement. Je vous le rappelle ici, d'accord? Donc, ça correspond effectivement à ce x est égal à 4, là, le point noir entouré. Vous avez la solution qui a été déterminée graphiquement de par la nécessité d'introduire ce nombre imaginaire i dont le carré vaut moins 1. Vous allez me dire, il y a encore deux autres solutions, là, moins 0,27 et moins 3,73. Eh bien ça, la formule de Cardan ne donne pas accès à ces solutions-là. Voilà, c'est comme ça. On verra comment s'en sortir autrement. Mais pour le moment, on est focalisé sur la formule de Cardan, qui nous faisait normalement dégager le x est égal à 4, mais avec un gros souci, un carré négatif. Eh bien, ce souci a été contourné en introduisant un nombre qu'on appelle imaginaire, qu'on note i, et par définition, son carré vaut moins 1. Et ça permet de résoudre tous les problèmes auxquels on faisait face. Alors,
Eh bien, il est temps de conclure, hein. Donc voilà, et nous allons conclure effectivement. Donc on voit qu'il y a une apparition nécessaire, obligatoire, on n'a pas le choix, de nombres dont le carré est négatif. Et ces nombres, on a repris ici l'ironie de Descartes, ces nombres ont été appelés imaginaires et sont toujours appelés imaginaires. Donc il y a le i, par définition son carré vaut moins 1, mais vous avez toute une ribambelle de nombres imaginaires. En fait, il suffit de multiplier le i par n'importe quel nombre. Donc, par exemple, 11i, c'est un nombre imaginaire. Pourquoi? Parce que son carré est négatif. Le carré il porte sur 11, ce qui va vous donner 121, mais il porte aussi sur i, ce qui va vous donner moins. Donc, le carré de 11i, c'est moins 121. Vous avez 2i, par exemple. 2i est un nombre imaginaire. Pourquoi? Parce que son carré vaut moins 4. 2 au carré 4, i au carré moins, donc moins 4. Vous avez tous les nombres imaginaires, vous en avez une infinité. Hein. Il suffit de prendre un nombre réel et de le multiplier par i. Voilà. Donc, par exemple, je sais pas moi, 10i. Voilà, 10i est un nombre imaginaire. Son carré vaut moins 100. 5i est un nombre imaginaire. Son carré vaut moins 25. Moins 2i est un nombre imaginaire, son carré vaut moins 4, etc. Dès que vous avez du i et donc un carré négatif, le nombre est imaginaire. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. On a vu qu'on devait parfois le coupler à des nombres réels, dont le carré est positif pour ces nombres réels. Eh bien, quand vous couplez ça, vous avez ce qu'on appelle des nombres complexes. Et voilà la définition officielle qui était le but ultime de cette vidéo. Donc, A ici est un nombre réel, comme vous connaissez, 2, 27, moins 586, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. A est de carré positif. Ce sont les nombres que l'on connaît depuis notre prime enfance et que l'on voit dans la nature. Et puis, vous avez une deuxième partie qui a du i, ib. Ça, c'est ce qu'on appelle la partie imaginaire, le nombre imaginaire. Hein. ib est un nombre imaginaire. Son carré est négatif. B est réel. Attention, donc B va vivre dans le même monde que A. Simplement, on lui a adjoint un i. Et c'est à cause du i que son carré est négatif. Donc, vous allez avoir, par exemple, 2 plus 3i. Voilà, ça c'est un nombre complexe. Parce que le carré de 2, c'est 4. Donc, positif. Alors, 3i, le carré de 3i, c'est moins 9. Négatif, c'est un nombre imaginaire. Donc, nombre réel plus nombre imaginaire égale à nombre complexe. Retenez ça et vous aurez déjà parfaitement compris ce qu'est un nombre complexe. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors oui, quand même, je vous ai mis, ça c'est pas à retenir, mais souvent vous allez rencontrer des sceptiques, toujours maintenant, on a beau avoir dépassé le XVIe siècle depuis longtemps. Alors j'ai quand même trouvé ceci dans le cours de physique de Scott Hughes, qui est un prof au MIT, c'est une des meilleures unifs du monde, et dans son cours donc de 2004. Alors, je vous traduis pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la langue anglaise. On a souvent donc dit aux gens que le nombre était imaginaire parce qu'on ne pouvait pas le visualiser ou tout simplement avoir une idée de ce que le carré d'un nombre, carré négatif, pouvait être. Il dit, excusez-moi l'expression, je vais le traduire comme ça, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que la seule chose qui est imaginaire à propos des nombres imaginaires, c'est qu'il faut avoir de l'imagination pour les concevoir, pour les réaliser, en tout cas en première intention. Et il dit, il y a beaucoup de précédents à ça, parce que ça aussi demandait de l'imagination de concevoir les nombres négatifs. Comment quelqu'un peut-il imaginer d'avoir moins 6 pierres? Moins 6 pierres, ça n'existe pas. D'accord? Ou les nombres irrationnels.
nombre irrationnel, c'est racine carrée de 2, par exemple. Hein. Donc, dans une manière qui est similaire à celle des nombres négatifs ou des nombres irrationnels, les nombres imaginaires n'ont pas été inventés tout simplement dans un contexte de folie mathématique. Ils sont utiles. C'est un concept qui va être pertinent et qui va nous permettre d'étendre ici l'étendue des problèmes qui peuvent être résolus mathématiquement. Et j'ajouterai pas seulement. Vous allez voir que la physique fait grand usage de ces nombres imaginaires, de ces nombres complexes. Mais ça, ce sera pour la dernière vidéo. Voilà, là, j'ai réellement fini. C'était la petite parenthèse du jour, mais pour vous convaincre que, attention, ces nombres, ils sont vraiment importants, même si nous ne les voyons pas, même si nous ne pouvons pas imaginer ce qu'ils sont. Voilà, merci beaucoup.